Merci beaucoup. Deuxième table ronde, donc je vais inviter Victor, Lucie et Adrien à monter sur scène, s'il vous plaît, pour cette deuxième table ronde autour de l'IA Motion Capture pour le grand public. Sous vos applaudissements. Personne ne danse. Bon, on le fera à la fin alors. J'ai cru comprendre, n'hésitez pas à prendre les petits micros, j'ai cru comprendre pendant nos entretiens personnels que sans le Covid, cette table ronde n'existerait pas. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Adrien, et puis ensuite Victor? Bah ouais, merci beaucoup et merci à toute l'organisation de cet événement de nous inviter, de nous donner la parole. Pourquoi le Covid, ouais. Pardon ? Pourquoi le Covid? Pourquoi le Covid comme point de départ Le Covid, bon, ça a transformé la société, je pense, en profondeur. Ça nous a transformé personnellement en profondeur. Moi, j'ai la chance d'avoir une compagne, une épouse qui est 8 fois championne de France de danse de couple latine et standard. Et pendant le Covid, évidemment, elle coachait ses couples et elle entraînait, elle donnait des cours de danse via Zoom. Et on a regardé ça avec circonspection. On a vu que ça marchait pas très bien. C'était pas du tout adapté à enseigner la danse, à faire des feedbacks, etc. Donc on regardait ça, moi je suis ingénieur de formation, on regardait ça avec l'idée de transformer la façon avec laquelle l'éducation de la danse pouvait prendre place dans le digital et donc toucher tout le monde d'une manière qui était beaucoup plus efficace que la visioconférence. Donc c'est l'origine du projet Dancer, on en parlera peut-être, mais c'est à partir de ce moment-là qu'on a réfléchi exactement à transformer l'éducation de la danse, la rendre accessible à tous, beaucoup plus facile grâce à des moyens numériques innovants et donc grâce à l'intelligence artificielle et la détection des mouvements. Victor, pareil, il y a un point de départ qui est le Covid, même si ça vous concerne pas moins directement. Oui, nous, en fait, ce qui est marrant dans notre histoire, c'est aussi ça part d'un couple, donc la coïncidence est assez marrante. On est 3 cofondateurs chez Ochi. Il y a Kaldon, qui est un ancien athlète de haut niveau, Perrine, sa conjointe, qui est une experte en kiné et en biomécanique, et moi-même qui suis du coup sur la partie technique. Et donc l'histoire d'Ochi, elle commence avec donc ce couple Kaldon et Perrine, qui ont été aux US en tant que sportifs de haut niveau aux 400 mètres. Et Kaldon se blessait en permanence dans sa pratique sportive. Et seulement par l'utilisation d'analyses biomécaniques faites en laboratoire, il a réussi à dépasser ses blessures et à continuer sa carrière de sportif. Sa carrière de sportif de haut niveau s'est terminée et il s'est rendu compte qu'en tant que sportif amateur, il n'avait plus rien pour analyser sa posture et pour dépasser d'éventuelles blessures, hormis un praticien peut-être classique, mais en tout cas, ça demande des moyens plus conséquents. De là est née l'idée d'Ochi, c'est comment est-ce qu'on peut démocratiser aujourd'hui ces analyses biomécaniques qui existent pour les athlètes de haut niveau et les rendre accessibles à tous, notamment par la technologie et par l'IA. L'IA, c'est vraiment un vecteur fantastique de démocratisation, de rendre accessible un savoir, des compétences au plus grand nombre. Donc nous, c'est de là qu'est née la mission d'Ochi. Et du coup, Adrien, je vous laisse vous en dire un peu plus sur Dancer, du coup, parce que j'ai commencé par le Covid, mais peut-être vous voulez en dire 2 mots sur Dancer. Oui, bah merci. Dancer, c'est une plateforme mobile que tout le monde peut utiliser depuis son téléphone pour s'auto-évaluer dans sa progression de danse. Ça fonctionne avec toutes les danses parce que ça fonctionne par comparaison. Donc un petit peu comme un jeu vidéo, là aussi français très connu, Just Dance. On a une vidéo qui a été enregistrée dans l'application par un danseur professionnel ou une danseuse professionnelle qu'on essaye de reproduire. Donc ça peut par exemple être la vidéo de son prof qui a enregistré la vidéo après son cours et travailler cet enchaînement de danse à la maison entre ses cours. Mais ça peut être quelqu'un qui poste une vidéo sur les réseaux sociaux avec un enchaînement de danse. Et donc, grâce à la détection des mouvements qu'on applique en premier lieu aux professionnels et en deuxième lieu à l'amateur, et à un algorithme propriétaire qu'on a inventé qui permet de comparer ces 2 mouvements, eh bien, on a la possibilité en tant qu'amateur d'obtenir un certain nombre de feedbacks, de mesures, pour savoir quels sont les mouvements qu'il faut améliorer en priorité. Voilà, bon, ça c'est la partie motion capture. Maintenant, la plateforme s'axe sur 2 autres concepts
pour motiver la progression en danse. On aime tous danser, mais progresser, c'est un challenge. On l'a vu avant, qu'on aimait tous danser. Ouais, exactement. Ouais, bon, en tout cas, on danse beaucoup, on est beaucoup à danser. Donc évidemment, c'est l'entraide communautaire, c'est-à-dire la motivation, elle est partagée par tout le monde, et en tout cas, elle est encore plus vraie, encore plus véridique quand elle est partagée. Et donc cette interaction entre des professionnels, des amateurs, et aussi des amateurs entre eux, on essaie de la recréer dans l'application pour singer, ou en tout cas embarquer dans le digital, quelque chose qui existe vraiment dans les cours de danse ou dans les dance floors, l'apprentissage par mimétisme, par imitation, et garder cette motivation intacte pour permettre à tout le monde de progresser en danse, d'atteindre ses objectifs. Voilà. Très bien, on va poser du coup la question à Lucie. Lucie, bonjour Lucie, vous êtes conseillère haut niveau au CREPS Pays de la Loire, mais également analyste vidéo sport pour la Fédération française de danse. C'est-à-dire que vous réalisez de la captation vidéo, vous codez, vous séquencez les vidéos, traitez les données ensuite pour aider les athlètes. Comment une IA, comme celle de Dancer, et même Oshi également, peut vous aider vis-à-vis des athlètes du CREPS, par exemple? Quelle mise en pratique? Alors, bonjour à tous. C'est vrai que l'enjeu aujourd'hui, c'est de développer des outils au service des athlètes et des entraîneurs dans une logique d'optimisation de la prévention des blessures ou optimisation de la performance ou prévention des blessures, vu que ça va avec. Un sportif qui ne se blesse pas est performant. Et en effet, j'ai eu une mission en 2022 où l'enjeu, c'était de développer un système de codage vidéo au service de la danse et d'une discipline qui rentrait aux Jeux Olympiques, à savoir le breakdance, donc discipline additionnelle. Il y avait tout à faire, étant donné que c'est une discipline qui n'était pas très connue, et puis les codes étaient... Bon, voilà, il peut y avoir des codes subjectifs avec le côté artistique. Donc, dans un premier temps, l'idée, c'était de définir certaines métriques qui soient quantifiables, observables pour l'ensemble des danseurs. Donc, il y a eu toute une partie donc, de codage vidéo, comme on pourrait faire dans le monde du foot, rugby, avec des statistiques. Et à la différence de Dancer, donc, oui, alors pour aller un petit peu plus loin, le codage vidéo, ça prend quand même du temps, c'est assez chronophage. Donc, l'idée, c'était d'aller vers de l'IA afin d'automatiser certaines tâches. Mais la principale différence avec Dancer, où le but est de reproduire un mouvement avec une posture et certaines règles, le breakdance, il faut être le plus original possible et ne pas recopier un mouvement et avoir sa signature. Donc, pas du tout la même finalité. L'IA, moi, je l'utilise beaucoup plus pour découper, on va dire, certaines composantes de la danse afin d'analyser les stratégies qui sont mises en place par les danseurs afin de voir comment on peut contrecarrer l'adversaire ou apporter un petit peu d'objectivité dans certains jugements, sans bien sûr dénaturer le sportif, parce qu'il faut qu'il reste artistique, il faut qu'il puisse s'exprimer. Et puis, le but, c'est pas non plus de se mettre les juges à dos, c'est vraiment plus dans une logique d'optimisation de la performance et puis voilà, aider à la construction dans l'entraînement. Inversement, Victor d'abord et puis ensuite Adrien, comment le sport de haut niveau français ou le sport tout court se saisit des nouveaux outils que vous proposez? Est-ce que vous avez des exemples de partenariats que vous avez déjà mis en place, que vous avez pu nouer avec des acteurs du sport en France ou à l'étranger aussi, parce qu'on le disait que c'est d'abord à l'international, c'est directement à l'international qu'il faut aller. Victor? Alors dans le monde du sport de haut niveau, on a un partenariat, nous, avec la Fédération française d'athlétisme, qui nous soutient depuis maintenant plus d'1 an, renouvelé cette année, donc on est très heureux de leur confiance. On travaille également à des projets de recherche que je ne peux malheureusement pas dévoiler pour l'instant, avec de grands acteurs du monde sportif qui ont été cités précédemment. Donc il y a un enjeu fort, évidemment, sur la performance de haut niveau, pour s'emparer on va dire, de technologies qui leur permettraient d'automatiser. Vraiment, je crois que c'était ça le mot, nous, qu'on retient. Il y a 2 pans. C'est l'automatisation de ce qui aujourd'hui est fait à la main et extrêmement chronophage par justement tous les experts. Et un deuxième pan peut-être plus sur la recherche. Comment est-ce qu'on va pouvoir établir des corrélations entre des critères de performance en multipliant les entrées de données, ce qui aujourd'hui est extrêmement difficile à faire. Est-ce qu'il y a des cas pratiques dans la collaboration, le partenariat que vous avez pu monter avec la Fédération française d'athlétisme, des exemples pratiques pour que les gens puissent comprendre de comment ils s'en sont saisis de votre outil et sur quoi ils ont pu s'améliorer? Parce que on l'avait dit lors de l'entretien, ce n'est pas le départ,
c'est pas du sprint, c'est dans l'allure de course. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Nous, c'est donc la course à pied. Et c'est en ce sens-là qu'on est vraiment orienté plutôt grand public que le top niveau. Maintenant, pour donner un exemple concret, dans les dernières mesures qu'on a pu faire, on a vu une augmentation de la performance de 10% sur des personnes qui préparent un semi ou un marathon et qui s'entraînent pendant plusieurs mois avec notre application Ochi. Donc l'idée étant que ces personnes font une analyse biomécanique à intervalles réguliers qui va remonter des problèmes posturaux. Et ensuite, ces personnes vont faire du renforcement musculaire qui va être très ciblé sur ce que l'analyse a remonté, qui va les permettre donc d'atteindre cette performance supplémentaire, mais également donc de réduire les risques de blessures. Adrien, est-ce qu'il y a des partenariats qui ont pu se monter avec des acteurs du sport, soit haute performance ou plus grand public? Alors, en premier lieu, nous aussi, on travaille avec la Fédération française de danse et je crois qu'il y a certains représentants de la Fédé, merci de leur soutien. En ce qui concerne le haut niveau, donc dans la danse, c'est un peu particulier parce qu'évidemment, la danse, c'est à la fois une activité physique, donc proche des pratiques sportives, et c'est ce qui nous regroupe aujourd'hui, mais c'est aussi une activité qui a un penchant, ou en tout cas un axe très fort sur la création, enfin l'artistique et le culturel. Et donc, mis à part le breakdance que Lucie pourra évoquer beaucoup plus en détail et en profondeur que moi dans ce qui concerne le haut niveau, le haut niveau de la danse, au final, c'est la création artistique. Nous, on a une approche, je dirais, qui était jusque-là absente de la danse, à savoir l'analyse mécanique du mouvement, et une vraie volonté de populariser, de rendre accessible à tous et à toutes cette mesure, donc ces outils en fait quasi professionnels, et comme Ochi pour permettre à n'importe qui de progresser avec des outils et d'auto-analyse. Cependant, évidemment, comme la danse, on ne peut pas le mesurer aussi, de manière aussi absolue que le running, on a l'obligation d'avoir un modèle, une référence, et donc cette danse de référence. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce processus de comparaison. Et donc, c'est là où j'en viens au haut niveau et aux professionnels, c'est qu'on a besoin de l'exemple montré par les professionnels. Donc c'est là où notre lien avec les professionnels, il est vraiment natif, intrinsèque dans la création même de l'interaction entre les différents membres de la communauté dans Dancer. Lucie, comment faire efficacement équipe selon vous? Quelles sont vos préconisations pour que les encadrements de sportifs de haut niveau français puissent prendre en main et utiliser ces outils? Comment ça peut se faire? Et comment ça se fait actuellement peut-être? Et qu'est-ce qui a amélioré? Alors, comment ça se fait actuellement? Alors, j'ai pu avoir 2 casquettes. Une première casquette d'enseignante-chercheuse il y a pas très si longtemps, mais une première casquette voilà, de chercheuse. Et plutôt aujourd'hui, avec le CREPS, une casquette terrain. C'est-à-dire qu'on va directement à la source auprès des athlètes et des entraîneurs. Et là, c'est plus facile de discuter avec eux pour voir leurs problématiques et définir ce qu'ils attendent. Et dès lors qu'on est dans la discussion, c'est plus facile pour nous, une fois qu'on a les compétences, de monter des projets ou alors de se renseigner autour de nous et avec le réseau, de voir comment on pourrait répondre à leurs attentes et de tester directement sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment très très riche. Je pense que ça passe vraiment sur le terrain et qu'à un moment donné, il faut se décontextualiser du laboratoire ou de l'ordinateur et vraiment essayer de pratiquer ou en tout cas rentrer dans leur activité pour dire, bon, les athlètes et les entraîneurs, ils peuvent avoir des visions différentes et donc il faut aussi être capable de vulgariser tout ce qu'on va mettre en place, parce qu'aujourd'hui, des graphiques, des couleurs, ça peut faire rêver des chercheurs, mais ça fait beaucoup moins rêver les sportifs. Donc voilà, le travail de vulgarisation est pour moi hyper important, et aller sur le terrain et discuter et mettre en réseau voilà, des startups, des fédérations, mais aussi parfois le monde académique qui peut avoir de très bonnes idées, même si c'est un peu plus compliqué parfois de mettre en place avec tout ce qui est la partie administrative pour avoir accès aux sportifs. Ça peut prendre un petit peu de temps. C'est vrai que là, l'avantage, en tout cas moi dans un CREPS, c'est qu'on a les sportifs sous la main et on va beaucoup plus vite pour développer des outils. Vous aviez quelque chose à ajouter, non? Si vous voulez rebondir, sinon j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a une spécificité, on en parlait tout à l'heure, une spécificité française de l'IA dans le sport qui se dessine? Et si oui, quelle serait sa forme? Si vous avez vu avec les autres acteurs que vous avez pu croiser, les acteurs internationaux qui sont en concurrence avec vous, quelle serait la spécificité française? Je pense que déjà en France, on a la chance d'avoir un excellent vivier technique. Donc quand on parle de travailler sur de l'IA, sur des modèles, on a de la très bonne recherche qui se fait, donc des très bons talents, et ça nous permet déjà de dégager un avantage, ou en tout cas on a cette petite touche de savoir-faire en plus.
Donc après, je suis pas très familier forcément à l'étranger de la relation entre la recherche, le privé et peut-être des institutions publiques. Mais je trouve qu'en France, en tout cas, il y a cette volonté aussi d'innover et de lier les trois ensemble pour arriver à créer le meilleur. Donc après, c'est comme le disait tout à l'heure. Pardon, je suis désolé, j'ai pas retenu le prénom. Mais en tout cas, la composante internationale, elle est clé. Et en même temps, on a besoin du support national dès le départ. Et je pense que ça, aujourd'hui, ça se met en place bien. Je veux dire, nous, on le voit sur les nos 3 années d'existence. Cette côté de R&D et de mise en place des acteurs pour collaborer ensemble dans la récupération des données, la création des modèles, arriver à créer de la valeur, ça se met en place et ça se met bien en place. Donc j'espère que cette dynamique, elle va perdurer et que voilà, on va garder cette petite touche en plus. En tout cas, je voudrais m'inscrire complètement dans ce que vient de dire Victor. Moi, j'ai eu la chance de vivre 8 ans dans les pays anglo-saxons, 3 ans en Angleterre et 5 ans en Australie. Donc peut-être que ça m'a imprégné, en tout cas ça a laissé des traces. On a un concurrent indirect dans ce qu'on fait, qui est basé aux États-Unis et qui utilise la motion capture là aussi pour comparer des mouvements de danse, mais qui a pris l'objectif et l'axe business d'appliquer cette technologie-là pour les challenges de danse TikTok. Donc si on regarde la différence entre la version américaine de ce qu'on a fait et la version française, nous on a une volonté vraiment d'aller au fond du sujet, c'est-à-dire d'englober ce qu'eux ils ont pris. Nous c'est complètement applicable pour les challenges TikTok, mais c'est aussi applicable pour vraiment une excellence. Et je pense que ça constitue un ADN assez, j'ai l'impression très français, via notre éducation. Bon, on est ingénieur, on a certainement un master ou peut-être même une thèse pour toi. Donc ça, c'est peut-être une caractéristique. En tout cas, nous, on a pensé Dancer directement. On a entendu les mots introductifs pour aller vers l'international le plus vite possible. Nous, on a pensé tout de suite international. Donc la France a quelque chose à dire de très fort en ce qui concerne la danse. On a toute l'histoire de la danse classique, du ballet, mais ensuite, plus récemment, par exemple, la danse électro qui a été inventée en France. Mais on a la volonté d'inclure toutes les danses du monde. Il y a d'autres continents qui sont qui pratiquent extrêmement fréquemment la danse. On peut penser à l'Afrique, l'Amérique latine. Maintenant, il y a l'Asie qui s'y met justement avec la technologie de manière extrêmement fréquente. Et évidemment, l'Amérique du Nord, où la danse est présente dans tous les clips américains, etc. Donc, nous, on a pensé tout de suite international. Dernière question, du coup, en 30 secondes. C'est Jacques qui pose la question en préambule de ces tables rondes. Ça va être pour vous, Lucie. Est-ce que l'IA doit se mettre au service du sport ou c'est le sport qui doit se mettre au service de l'IA ? Il vous reste 20 secondes. Pour moi, l'IA reste accessoire. On ne remplacera pas un entraîneur ni l'humain. Alors surtout là, dans le cas de la danse, où il y a l'affectif, il y a l'originalité, il y a la créativité. Donc, voilà, c'est au service des athlètes et des entraîneurs, c'est accessoire et c'est un outil. Très bien. Et Victor, je crois qu'il y avait un dernier mot, une bonne nouvelle qui se passe aujourd'hui, je crois, pour Ochi. Ah oui, merci. C'est vrai que pour nous, Ochi, c'est un grand jour aujourd'hui puisque c'est la clôture de notre levée de fonds de 1,7 million et aussi le plaisir pour moi de vous partager notre partenariat avec Adidas. Je pense que des étapes dans la vie qui marquent la vie d'une start-up, il y en a beaucoup, mais celle-là, pour nous, elle est particulièrement importante parce que ça va nous permettre de vraiment nous développer sur les années à venir. Merci Merci à vous trois. Merci.